Dans cette vidéo, on va regarder ensemble tout ce que tu as besoin de connaître pour le choix de ta fréquence d'image. Ça va te permettre de répondre à des questions que tu te poses ainsi qu'éviter plusieurs erreurs et obtenir le meilleur résultat. Et si tu penses déjà tout savoir sur les fréquences d'image, je t'invite quand même à rester car il y a quelques infos qui pourraient être utiles. En fait, pour obtenir le meilleur résultat, tu vas devoir te poser quelques questions. Des questions qui sont liées à ton tournage comme à ton montage. Et comme chaque tournage et montage sont uniques, en fait, il n'y a pas de réglage miracle ou universel. Tu dois te poser des questions avant de commencer à filmer. Rassure-toi, je vais te partager ces questions comme leurs réponses. La première question sera liée à la région dans laquelle tu te trouves. En fait, ici, ça va servir de rappel, même si cela a pas mal évolué avec le temps et qu'il faudra même ne pas forcément en tenir compte pour certaines situations. Suivant ton endroit, tu seras soit dans une région dite NTSC ou PAL. Et l'un comme l'autre aura ses fréquences d'image. C'est lié au courant alternatif et sa fréquence. 50 Hz pour le PAL et 60 Hz pour le NTSC. Et en choisissant une fréquence qui n'est pas celle de la région dans laquelle tu te trouves, tu peux être confronté à ce qui s'appelle du scintillement lorsque des lumières ou écrans sont allumés, c'est-à-dire un balayage dans ton image. Mais c'est à mentionner que c'est quelque chose qui a énormément évolué, que ce soit avec les technologies LED et OLED pour nos lumières et écrans, ainsi que les différents réglages de nos obturateurs de caméra pouvant se faire au degré ou seconde près. Cela étant dit, ça reste un bon point de repère à garder en tête. La deuxième question sera de se demander sur quoi est distribuée ma vidéo. Est-ce qu'elle sera présente sur un site internet, sur un réseau social ou même une diffusion sur une chaîne de TV locale? Bref, comment sera visionnée la vidéo? De nouveau, tu peux avoir des obligations et des recommandations par rapport à cette distribution. Par exemple, pour YouTube, tu peux utiliser du 24, 25, 30, 48, 50 ou 60 images secondes sans problème. Par contre, pour Instagram, si tu vas dans la partie FAQ, tu pourras voir que ceux-ci recommandent du 30 images secondes pour tes réels. Et même si du 24, 25 et 60 images secondes fonctionneront aussi sur la mise en ligne, tu pourras voir que le rendu de lecture est vraiment optimal lorsque tu crées et uploads à 30 images secondes. C'est un test que j'ai effectué il y a plusieurs semaines maintenant et je peux te confirmer qu'Instagram dégrade bien moins ta vidéo si tu respectes cette recommandation. Et tu peux remarquer que cette recommandation se fout royalement de l'endroit du monde dans lequel tu te trouves. Ce qui veut dire que même si le premier point nous sert de base pour le choix de notre fréquence d'image, c'est au final le canal de distribution qui sera prioritaire sur cette décision. Que ce soit une plateforme qui hébergera ta formation, un réseau social pour partager ta passion ou une chaîne de TV locale, il y aura toujours des recommandations de fréquence d'image pour obtenir le meilleur résultat. La troisième question sera sur l'utilité du plan. Est-ce que tu comptes le ralentir? Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai commencé la vidéo dans l'univers événementiel, je préférais ne pas me poser de questions. Je faisais le choix de tout filmer en 60 images secondes pour ensuite ralentir ou accélérer le plan en post-production. Et je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes font encore aujourd'hui. Filmer d'abord pour ensuite y réfléchir. Et je vais pas te cacher qu'en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le principal est avant tout de capturer ce qui se passe en face de toi, quitte à sacrifier une certaine réflexion en amont. Le problème dans cette méthode, c'est que tu vas vite atteindre un plafond de verre sur tes compétences et surtout dans le rendu qu'aura ton image. Il y a des choses que tu verras chez certains collègues ou créateurs et que tu ne pourras pas refaire, tout simplement car ce choix te limite dans certains rendus esthétiques. En fait, cette question, elle est essentielle à ta création. Si tu dois par exemple filmer une personne qui parle face caméra, il sera quasi improbable de devoir ralentir ce plan. Tu n'auras pas besoin en fait d'avoir cette personne qui parle au ralenti. Ce qui veut dire que suivant les recommandations de la plateforme qui diffusera ton contenu, 24, 25 ou 30 images secondes sera juste parfait. En fait, toute cette réflexion que tu effectues en amont, elle est présente pour définir au mieux le rendu de ton image. En règle générale, 24, 25 et 30 images secondes, en fait, c'est vraiment pour définir l'instant présent. Bon, avant de continuer sur les autres fréquences d'image et quand les utiliser, je voudrais te parler de la plateforme Artlist qui rend cette vidéo possible. Artlist, c'est une plateforme pour les créateurs de contenu et vidéastes pro sur laquelle tu peux retrouver des musiques, effets sonores, banques d'images, ainsi que des plugins pour ton logiciel de montage. Bref, c'est un essentiel quand tu commences à créer des vidéos. Et en plus de tout ça, Artlist vient d'ajouter un générateur de voix off multilangue. Tu peux taper le texte, choisir ta langue, ainsi qu'ajouter d'autres critères comme une voix féminine ou masculine, ainsi que modifier l'intonation ou le rythme. C'est un outil incroyable pour des créateurs qui auraient des difficultés avec leur timbre de voix, qui voudront se donner une réplique ou qui voudront partager leur savoir au-delà de leurs frontières. J'ai par exemple ouvert un deuxième compte Instagram où je partage mon savoir, mais en anglais.
Et pour plus de rapidité et simplicité, j'utilise une voix off Artlist. Si tu viens utiliser des optiques 100% mécaniques, retiens que tu dois prévenir ton boîtier. If you use mechanical optics, remember that you must notify your camera. Et c'est pareil lorsque je veux me donner la réplique alors que je suis tout seul. Montre-moi que tu es un vidéaste sur Instagram, mais sans me le dire. Ok. C'est bon comme ça ? Les applications sont nombreuses et pour plein de situations. Je l'utilise aussi énormément dans la pré-production de mes projets pour tester un rythme ou vérifier si certains textes sont cohérents sur les images. Bref, c'est sans limite. Tu as plusieurs formules suivant tes besoins et mon lien présent en description te donnera droit à 2 mois d'abonnement supplémentaire sur base de la formule annuelle. Un tout grand merci à Artlist de rendre cette vidéo possible. Pour les 48, 50 et 60 images secondes, c'est une fréquence qui est géniale dès l'instant où tu viens à douter légèrement de son utilité au ralenti. Tout ce qui va être plan d'illustration ou plan du héros fonctionne très bien dans cette fréquence. C'est aussi très pratique pour les plans faits au stabilisateur. Le fait de ralentir ton plan fait au stabilisateur permet de le rendre encore plus stable. Et puis, comme je le dis juste avant, si tu viens avoir un léger doute sur son utilité au ralenti, eh bien, tu auras un peu de marge lors de ton montage. En fait, si tu viens à mettre ce plan pour une lecture en temps réel sur du 24, 25 ou 30 images secondes, ça sera pas la fin du monde. Ça sera très loin d'être parfait, tu verras des micro-saccades, mais ça pourra encore passer, voire même être totalement corrigé grâce à certains nouveaux outils présents dans nos logiciels de montage. Je tiens aussi à mentionner que tout ce qui est expliqué dans cette vidéo se base sur un rendu d'image qui aura été filmé avec ce qu'on appelle un réglage de l'obturateur à 180 degrés. Cela veut dire que ta vitesse d'obturation est toujours au double de ta fréquence d'image. Si tu filmes à 30 images secondes, ta vitesse d'obturation est à 1/60e. Si tu filmes à 50 images secondes, ta vitesse d'obturateur est à 1/100e, et ainsi de suite. En fait, ta fréquence d'image, couplée au réglage de ton obturateur, sera déterminant sur le flou de mouvement, tout comme leur mixité dans un projet. Un des problèmes les plus fréquents chez Monsieur Tout-le-Monde sera celui présent dans la vidéo de famille. Tu sais, celle qui sert à faire une vidéo d'anniversaire dans laquelle tout le monde aura envoyé un segment de vidéo pour souhaiter le bon anniversaire. Et le problème, c'est que tante Janine, son smartphone, il est réglé sur du 24 images secondes, l'oncle Bernard, lui, ce sera sur du 30 images secondes, et la grand-mère Claudette, elle a pas fait attention, mais en fait, elle était en 60 voire 120 images secondes. Et puis t'as le petit Baptiste, qui sera assigné justement à faire ce montage de l'ensemble et qui va se retrouver avec quelque chose de totalement foireux. Et ça, c'est aussi pareil pour les vidéos en créateur ou en entreprise lorsqu'on demande à plusieurs employés de se filmer. C'est une information qui est capitale lorsque tu travailles à plusieurs sur un projet. Et cette information, elle doit être validée dès le début. Et c'est aussi pareil pour moi lorsque je me rajoute à un projet. Je dois par exemple filmer prochainement une série d'interviews pour une entreprise d'énergie solaire et même si je suis responsable sur cette captation d'interviews, la personne chargée du projet m'a déjà informé qu'il faudrait y intégrer des plans drones déjà existants. Du coup, moi je vais m'assurer au préalable de la fréquence d'image de ces plans drones avant de prendre la moindre décision pour mes interviews. En réalité, il n'y a pas de fréquence d'image meilleure qu'une autre. En respectant certaines recommandations, comme celle de l'obturateur à 180 degrés, je peux tout aussi bien apprécier une vidéo qui sera diffusée en 24, 25, 30, 50 ou 60 images secondes. Chaque fréquence d'image aura un rendu bien particulier et qui conviendra aux besoins de ton projet. Au-delà du 60 images secondes, on commence à rentrer dans une réelle volonté de vouloir ralentir ses plans en post-production. Moi, j'utilise énormément le 120 images secondes pour mes plans liés à l'univers culinaire. Et de nouveau, il y a des raisons. Je vais pas faire ça au hasard. La première, c'est que cela me permet de faire durer mon plan. Un geste qui d'ordinaire fait 1 seconde, mais moi, ça me fera un plan vidéo de 5 secondes. Et c'est une valeur qui est hyper précieuse dans plein de domaines et pas juste le culinaire. Par exemple, dans l'univers du sport, on n'imagine plus d'enregistrement sans ralenti. Cela donne plus de matière à disposition. Et puis ma deuxième raison, c'est la modification de notre perception. Notre cerveau va trouver fascinant de découvrir quelque chose au ralenti. Et comme il trouve ça fascinant, il va aussi lui donner plus d'attention et donc bien fonctionner sur les réseaux sociaux. Alors je te parle du 120 images secondes, mais tu as des caméras ainsi que des smartphones qui vont pouvoir filmer bien au-delà. Et de nouveau, cela va encore plus modifier notre perception. Il y a plusieurs années, j'avais fait une fusée au bicarbonate de sodium avec ma filleule. Et j'avais enregistré le lancement au ralenti. Et ma filleule était juste émerveillée de voir le lancement au ralenti de notre fusée. Tout ce qui sera au-delà de 60 images secondes sera dans cette volonté de modifier notre perception.
Et donc sur base de ces infos, il n'y a pas de formule magique. Lorsqu'on me demande à quelle fréquence d'image je filme, j'aurai pas de réglage bien spécifique à partager. Cela dépendra majoritairement de l'endroit où sera diffusé ainsi que la volonté artistique. Si tu veux te filmer pour partager ta passion et faire des formations, regarde les informations techniques qui seront recommandées pour la plateforme qui l'hébergera. Si tu veux créer du contenu sur un tout nouveau réseau social, regarde les recommandations présentes dans leur partie FAQ. Si tu viens à filmer un spot publicitaire pour une TV locale, demande-leur la charte technique au préalable. Si tu filmes pour un client et que la vidéo doit être hébergée sur leur site internet, demande-leur par acquis de conscience s'il y a des contraintes techniques liées à la lecture de la vidéo sur leur site. Et puis surtout, demande-toi ce que tu filmes et si cela a besoin d'avoir soit un rendu bien spécifique ou l'obligation d'être ralenti en post-production. En fait, dans l'univers audiovisuel, dis-toi que tous les chemins mènent à Rome, et surtout avec les outils d'aujourd'hui. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que si tes images sont uniques, du genre t'as la preuve que le monstre du Loch Ness, il existe bel et bien, dis-toi que tout le monde s'en balancera de ces infos techniques sur ta vidéo. Même si le JT de TF1 a une charte technique et que ça correspond pas, ils sauront quand même les diffuser. Et pareil, si Netflix fait un documentaire dessus, ils sauront se débrouiller avec tes images. Par contre, il y a des chemins plus courts ou plus jolis que d'autres pour arriver à Rome. Et le fait de réfléchir avant d'enregistrer, ça va te permettre de prendre le chemin le plus court et le plus beau. J'espère vraiment que cette vidéo t'aidera à y voir plus clair pour tes prochains projets en te posant quelques questions avant de lancer l'enregistrement. Et dans le même style, je t'invite à regarder cette vidéo qui va t'aider dans le choix de ton cadrage pour encore mieux construire ton projet. À tout de suite.